Bonjour et bienvenue dans le numéro 27 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane depuis Périgueux dans le Périgord en Dordogne. Aujourd'hui une émission bien remplie avec des retours sur la manifestation du 10 octobre dernier à Paris, la manifestation de novembre à venir pour l'anniversaire du CIDE, une intervention de Maître Hamas, une de Thierry Lavergne, ainsi qu'un témoignage de la semaine que je vous livre en primeur. Voici un garçon sérieux avec un bon niveau, il est ingénieur, semi-fonctionnaire. Voici ce qui se passe quand, encore une fois, on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et quand les institutions elles-mêmes ne fonctionnent pas, voilà, ça donne ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Donc, il y a eu l'ordonnance de non-conciliation début août et dans son jugement, je verrai mes filles qu'en lieu neutre à défaut de meilleur accord. C'est-à-dire en fait que si mon ex-femme était d'accord, je pouvais très bien continuer de recevoir mes enfants chez moi. Problème, l'organisme devant faire les résidences médiatisées, est indisponible, surchargé et ne peut pas organiser les rencontres. Qui sont surchargés, en fait, ils me demandent de les recontacter début novembre pour espérer mettre en place les droits de visite en décembre. Donc nous, ce qu'on a fait avec mon avocate, on a signifié cela au juge. Je lui ai écrit début septembre. J'ai aussi signifié mon ex-femme, comme quoi je pouvais pas exercer mon droit de visite. Donc, étant donné que c'est mis dans le jugement que c'est à défaut meilleur accord, on a demandé si je pouvais recevoir mes filles chez moi, comme c'était déjà le cas entre avril et juillet, et que ça se passait très bien. Donc, elle a opposé un refus. En gros, donc, l'association n'est pas en mesure d'organiser les visites médiatisées dans l'immédiat, ce qui fait que depuis juillet, Fabien ne voit plus ses filles parce que, d'une part, la mère ne veut pas avoir une position médiane, c'est-à-dire de sortir de ce conflit, et d'autre part, parce que l'institution n'est pas en mesure d'assurer les visites médiatisées. Ça peut durer encore longtemps. Ils ont annoncé décembre, mais ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire que j'ai même pas pu, entre guillemets, expliquer la situation aux enfants. C'est-à-dire que depuis le 3 juillet, je montre une photo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai caché mes filles. Ça, c'est une des dernières photos que j'ai prises avec mes filles quand elles ont mangé ici. Donc, c'était un 3 juillet à midi et je devais les redéposer à l'école. Ce jour-là, je ne savais pas que je ne reverrais plus jamais mes enfants. Plus jamais. Depuis le 3 juillet, là, j'ai partagé un dernier repas avec mes filles. J'aimerais juste quand même passer un petit message, juste en conclusion. Mes filles vont certainement voir cette vidéo dans quelques années, donc c'est juste pour leur dire, que je les aime, que je pense à elles, que je fais le maximum pour elles, que je me bats tous les jours, que toutes les semaines j'écris à mon avocat pour essayer de les voir, etc. Que je passe par vous, je passe par SOS Papa, je suis mal dans ma peau à cause de cette situation, que je vis mal la situation de l'école parce que toutes les relations que je m'étais faites dans la commune, c'est une petite commune, c'est une commune de 3000 habitants à tout casser. Donc forcément, j'ose même plus aller au sport de ma commune. Ça détruit un homme, cette situation-là. Ça détruit vraiment un homme. Donc moi, je demande simplement à revoir mes enfants, c'est tout. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour m'aider dans ma démarche, pour essayer de faire en sorte que je puisse revoir mes filles ou simplement les avoir au téléphone. Moi, j'ai confiance en l'expertise psychiatrique parce que tous les psychiatres que j'ai vus depuis des années me disent que j'ai pas de problème, etc., que c'est une conjugopathie, que c'est votre relation de couple qui vous a rendu malade, mais que vous êtes un bon père, vous aimez vos filles. Je me suis positionné en temps partiel à leur naissance, etc. J'ai toujours été proche d'elles, j'ai toujours fait des câlins, etc. Mes filles ne m'ont jamais rejeté. C'est juste ce message-là que je veux faire passer par vous. Je suis d'accord, mais bon, nous, évidemment, on s'y repère tout de suite parce que ce qui est sidérant, moi, ce qui me frappe, c'est les récurrences qui peuvent exister entre beaucoup de situations. C'est ça qui est incroyable. On a l'impression que c'est des kits tout préparés, quoi. Pour diaboliser quelqu'un au sein de son village, c'est vraiment la volonté. C'est bien fait pour lui, comme elle a dit, c'est exactement ça qui. Mais il me semble, si vous voulez, que ces dispositifs-là nous mettent dans la mauvaise case.
Et il y a une espèce de pente judiciaire, hélas, que j'ai rarement vu se retourner, vraiment, qui entérine d'une certaine manière les choses, plus ou moins, hein, en nous rendant un peu les dindons de la farce. Il faut aussi expliquer aux gens que non, même en faisant les choses comme il faut, ça marche pas. Et encore une fois, voilà l'intérêt, surtout quand on est à 10 km l'un de l'autre, quoi. Et de mettre la résidence alternée par défaut, en disant aux gens, on bouge pas, on reste comme ça, on se tait. On sait que statistiquement, au bout de 3 à 4 ans, les choses se calment et l'enfant a accès à ses 2 enfants. Ça résoudrait beaucoup de trucs et il y a vraiment un intérêt à le faire et à le demander. RLP. Radio libre en Périgord. Vous aurez bien évidemment reconnu les voix de Monsieur Claude Néris ainsi que d'Olivier Guerrier. Pour enchaîner, voici maintenant une intervention de Monsieur Thierry Lavergne qui va nous expliquer, nous dire comment il faut se comporter avec ses enfants en situation difficile. Monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre en service public et psychanalyste en libéral sur Aix-en-Provence, avec nous sur RLP 102.3. Monsieur Lavergne, vous allez bien ? Oui, très bien. C'est un plaisir de vous retrouver, Stéphane. Merci. J'espère que l'association se porte bien et que vous apportez beaucoup de bien autour de vous. Merci beaucoup, vous nous éclairez par vos réponses. Celle d'aujourd'hui sera importante pour nous. Comment fait-on quand un enfant refuse ou est réticent pour aller voir l'autre parent ? Je pense que certains se reconnaîtront malheureusement quand la situation se complique et que les parents sont séparés et qu'on ne veut plus aller voir l'autre. Comment faut-il réagir dans les 2 cas, en fait, quand c'est notre enfant qui veut pas aller voir l'autre ou quand c'est nous, en fait, qu'on ne veut pas venir voir ? Que faut-il faire ? Oui, on est quand même là en face d'une situation conflictuelle. C'est-à-dire que si l'enfant est dans cette posture, c'est qu'il y a un conflit entre les adultes. Donc j'ai envie de vous dire, dans un monde idéal, ce serait que les 2 garants éducatifs de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant, trouvent un terrain d'entente. Bon. Mais évidemment, si vous me posez la question, c'est que ça a déjà été essayé et que ces 2 parents-là n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente, qu'ils sont en désaccord et que le désaccord est perçu par l'enfant et que du coup l'enfant se sent finalement dans une situation où il a un peu l'impression qu'il doit faire un choix entre l'un ou l'autre de ses parents. Ce qui évidemment n'est pas bon pour lui, puisque la construction psychique se passe mieux lorsque l'enfant est co-éduqué par 2 parents qui sont idéalement dans une concordance éducative. Alors quoi faire ? Déjà, je pense qu'en tant qu'adulte, c'est pas normal de ne pas avoir accès à l'éducation de son enfant. Donc en tant qu'adulte, il est nécessaire de faire jouer les leviers judiciaires pour pouvoir avoir la place nécessaire. Après, au niveau pédopsychiatrique ou psychanalytique, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant quand il refuse d'aller voir l'autre parent ? Au fond, il y a peut-être un mécanisme tout simple, c'est qu'il a peur de blesser le parent avec lequel il est. Et s'il a peur de blesser le parent avec lequel il est, c'est que peut-être il sent ce parent très fragile. Donc, c'est peut-être important pour le parent en question de se poser la question de comment faire pour montrer à son enfant que finalement, cette fragilité que son enfant a perçue chez lui, le parent va la travailler et puis va passer dessus et va expliquer à l'enfant qu'il ne craint pas de perdre l'amour de son enfant si son enfant va voir l'autre parent. Nous avons aussi le cas où l'enfant est monté, on avance vers le SAP, ce genre de phénomène, l'enfant ne veut pas et puis le parent est content que l'enfant ne veut pas. Dans ce cas-là, l'autre parent, comment fait-il ? Alors, là, comme vous dites, le parent est content, c'est-à-dire qu'on a finalement affaire à un parent un peu fragile et qui se sert de son enfant pour être le soldat dans le combat qu'il mène contre l'autre parent. Malheureusement, ça arrive. Voilà. Et oui, ça arrive des fois de façon très flagrante, mais quelquefois de façon plus subtile, de façon moins visible. Alors que doit faire le parent qui finalement n'a pas accès à son enfant et qui se rend compte que son enfant est utilisé finalement dans le conflit qu'il y a entre les 2 adultes ? Eh bien, il doit dénoncer le fait que son enfant est utilisé dans le conflit entre les 2 adultes. Parce que du coup, son enfant est réellement en danger. Son enfant est utilisé à des fins conflictuelles entre 2 adultes. On en a fait finalement le petit soldat d'un conflit entre 2 adultes, et ça c'est une mise en danger de l'enfant. Et de mon point de vue, eh bien le parent concerné doit saisir le juge des enfants dans l'intérêt de son enfant.
D'accord. Et au niveau de sa communication avec l'enfant, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il râle, il faut garder la porte ouverte? Enfin, j'ai un avis sur la réponse, mais je voudrais entendre votre voix sur ce sujet. Oui, quand le parent en question reçoit son enfant, quand ça arrive ou quand il l'a au téléphone, etc., là clairement, c'est le parent qui parle à l'enfant et il va parler d'amour, il va parler de l'amour qu'il lui porte et du fait qu'il espère bientôt le voir, ou enfin, etc. Il va y avoir un échange sur le fait que le parent en question a de l'amour à donner à son enfant et que il aime son enfant quoi qu'il en soit, quelles que soient les postures que l'enfant prend. C'est très important que le parent montre qu'il est capable de supporter que son enfant puisse lui dire mais non, mais j'ai pas envie de te voir, etc. Ça fait rien, c'est quand même pour moi la possibilité d'échanger avec toi, je comprends, voilà. Mais il doit aussi ajouter, de plus, il y a un conflit avec le parent chez qui tu vis, et ça, ce conflit-là, je vais moi le régler avec les instances judiciaires concernées. Ok, d'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, puis à la prochaine fois. Entendu. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Retour maintenant sur la manifestation du samedi 10 octobre, place de la République à Paris, toujours pour demander la résidence alternée, l'égalité parentale, l'équité parentale, le respect de la Constitution et de l'article 1, instaurant l'égalité homme-femme devant la justice et les services de l'État, avec un premier témoignage de Najib. RLP 102.3 aujourd'hui avec Najib qui était à la manifestation samedi 10 octobre à Paris. Najib, tu vas bien? Oui, ça va très bien Stéphane, merci. Bonjour. Alors, cette manifestation, où était-elle? C'était à la place de la République, c'était une manifestation déclarée. Moi, on m'a averti qu'en quoi il y aurait une manifestation, je me suis présenté pour participer. Voilà, c'était une manifestation conviviale, il y avait du monde, il y avait plein de parents. Oui. Voilà, et ça s'est bien passé, franchement, ça s'est bien passé. D'accord, c'était convivial, vous êtes retrouvés, et puis... C'était convivial, on s'est déjà retrouvé avec des gens qu'on connaît déjà, qui sont dans la même galère que nous. Le fait de ne pas voir nos enfants correctement, ou bien ne pas voir nos enfants pas du tout, quoi. Le fait que nos ex et nos enfants, voilà, ils nous font souffrir, mais en même temps, il faut souffrir les enfants. Il y en a plein qui souffrent de non-représentation d'enfants. Oui. Alors, ils ont des week-ends pour recueillir leurs enfants alors qu'ils les ont pas. On a beau aller porter plainte au commissariat, le commissariat ne refuse généralement la plupart des temps les plaintes du père. Et voilà, c'est une souffrance infernale. Des femmes aujourd'hui se permettent de faire des NRE sans raison valable, en voulant en voulant faire souffrir le père, mais en fait c'est les enfants qui souffrent. Oui. Et voilà, et franchement j'ai rencontré plein de pères et chaque père a une histoire différente. Et quand on arrive là-bas, on croit qu'on a l'histoire la plus dure, mais quand on entend les histoires des autres, on se dit oh là là, il y en a qui subissent plus que nous. Oui, mais oui. Voilà. Bon, bah écoute, on espère que à force de se faire voir et de se battre, ils évolueront un petit peu les lois. Tu sais qu'on y travaille, on a quelques espoirs. Ok. Bah écoute, merci, et puis à la prochaine fois. Je te remercie. Je faire passer un message. C'est tous les pères qui sont en train de souffrir. Venez nous voir. Rassemble-nous pour qu'on puisse demander nos droits. Parce que c'est pas une bonne chose que maintenant une femme qui fait des enfants après elle part de la maison, on a qu'ils ont généralement le père de violence, menace de mort, ou bien attouchement, ou bien violence psychologique. Maintenant tout est permis pour permettre à une femme de partir de la maison et après de revenir, de porter plainte et de revenir, de récupérer la maison. Et c'est au père de payer le loyer, c'est le père de payer la pension alimentaire, et généralement c'est une pension forte. Les juges maintenant, la plupart des juges suivent la femme sans vérification. Il y en a qui payent des milliers d'euros pour une femme qui vient du bled, qui fait des enfants et qui demande la garde exclusive. Et le père il se retrouve la plupart des temps en SDF. Comme moi j'étais SDF, j'ai dormi dans ma voiture pendant 6 mois. T'es expulsé de mon domicile, voilà, alors que moi j'étais le seul titulaire du bail sur une plainte comme mon ex l'a faite. Bon. Bah écoute, Najib, j'espère que ça ira mieux pour toi. Et surtout qu'en s'y mettant tous ensemble, on arrivera à résoudre ces problèmes qui sont insupportables. Bien sûr. Bien sûr. Allez, prochaine manifestation le 20 novembre, je crois. Bah, je serai là. Ok. Je serai là, bien sûr. À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir, bonne journée. RLP. Radio Libre en Périgord. RLP 102.3 avec aujourd'hui Gaël Costemenier. Gaël que nous connaissons bien, tu vas bien? Bien, merci. Ok, bonjour à toi. Je crois que tu étais donc dernièrement le samedi 10 octobre à une manifestation Place de la République. Tout à fait, j'ai eu la possibilité d'y être, puisque comme les auditeurs le savent, à droit du parent et de l'enfant, on est situé à Nantes. Et donc j'ai eu l'occasion d'y aller. Il y a eu un appel à manifester de plusieurs associations pour l'égalité parentale et pour le respect des droits de l'enfant. D'accord, il y avait un petit peu de monde? Oui, il y a eu plus des gens qui sont passés, qui sont venus, qui ont échangé avec nous, donc très bien. Bon contact. Bon, par contre, je crois surtout qu'il y a une manifestation, un mouvement qui se profile pour le 20 novembre, c'est ça? Alors tout à fait, donc le 20 novembre sera le 31e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. CIDE. Convention CIDE, voilà exactement, qui est signée par tous les pays de la planète sans exception, voilà, qui montre un petit peu aussi malheureusement l'hypocrisie de la chose, parce qu'aucun pays ne la respecte pleinement, des degrés divers, mais en tout cas pleinement aucun ne la respecte malheureusement, même en France. Et donc on a un collectif d'associations qui appelle à la manifester, ce sera à Nantes, donc le 20 novembre pour l'anniversaire. Et là on a 18 associations qui se mobilisent, donc le collectif Famille Petit Chagrin, le Parti des Enfants du Monde, Égalité Parentale, Réseau Colin Bagnard, SOS Exclusion Parentale, Équité Parentale, dont tu es le représentant, Voilà. Père de Cœur, Love is On, La Grue Jaune, Osons l'égalité parentale, Nous voulons voir nos petits-enfants. Donc il y a plusieurs associations qui représentent les grands-parents. Naturellement, mon association, Droit du parent et de l'enfant, notre association à nous, à Nantes, qui faisons de l'aide et du soutien psychologique pour toutes les personnes, mères et pères, qui vivent des situations d'exclusion parentale et dont les droits malheureusement ne sont pas respectés. Donc on appelle à toutes les personnes qui sont sensibilisées aux droits des enfants à nous rejoindre et à venir manifester devant le tribunal de grande instance de 10h30 à 19h ce 20 novembre, et à l'issue on fera un tir de feu d'artifice qui sera pas devant le TGI, mais qui sera à côté, pas loin du carrousel des mondes marins, non. Oui, vous n'allez pas attaquer le TGI au mortier. Non, on fait un tir de feu d'artifice au mois du port, comme on l'avait fait l'année dernière d'ailleurs, avec déclaration en préfecture, accord de la commune naturellement, et puis naturellement un entretien qu'on a déjà eu avec les pompiers pour la gestion de la sécurité. Ça a été dans le cadre légal et dans la règle de l'art naturellement. Alors dis-moi, ce n'est que à Nantes ou c'est dans plusieurs villes? Alors ce n'est que à Nantes, et on appelle en fait les autres personnes d'autres villes à venir nous rejoindre. On commence à se coordonner pour organiser des hébergements et des covoiturages, et on appelle tout le monde à se réunir à Nantes pour être le plus nombreux possible. Ok, donc nous allons passer donc un appel le 20 novembre, il y a une manif à Nantes. Alors, tu en parles sur ta page Facebook, ta page Facebook qu'on trouve en tapant DDPE, c'est ça? Vas-y, dis-nous un petit peu. Droit du parent et de l'enfant, voilà exactement. Droit du parent et de l'enfant. Tu en parles un peu sur le site, ou comment tu coordonnes via Facebook? En fait, comment coordonnes-tu majoritairement tout ça? On va diffuser en fait une affiche qui reprend les logos de toutes les associations participantes, et puis qui va donner les informations principales, donc le lieu, l'adresse exactement, la durée, et puis aussi les objectifs, c'est-à-dire pour le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, pour le respect des droits indissociables de leurs deux parents, c'est-à-dire que les droits de l'enfant sont indissociables de ceux des parents, pour l'évolution et le changement de la justice familiale telle qu'elle est en France. On a quelques avancées, par exemple, le garde des Sceaux a annoncé que les audiences seraient dorénavant filmées. On espère que ça s'applique à la justice familiale, parce que ça va nous donner des éléments pour montrer ce qui se passe actuellement dans la justice familiale, dans les tribunaux. Alors tu sais que nous on n'est pas forcément d'accord, Moi j'ai pas envie que les audiences de mon divorce soient publiques et que mes voisins y assistent. Ce qu'on demande tous, c'est que ce soit filmé, stocké et accessible par huissier pour, en cas d'abus ou de dysfonctionnement clair, on puisse aller prendre les enregistrements pour les montrer à des professionnels hiérarchiques en disant que ça ne va pas. Mais le but du jeu n'est absolument pas de filmer les audiences pour les montrer à tout le monde, oui. Il s'agit effectivement que les audiences soient enregistrées et que les parties prenantes dans une affaire puissent demander l'accès à ces vidéos, comme elles accèdent aux minutes d'une audience, et qu'elles puissent utiliser ces éléments comme preuve
éventuellement dans les procédures judiciaires. Non, je dis ça parce que toi et moi, tu vois, on le formule quand même beaucoup mieux que le ministre, qui lui n'a pas été capable de le dire ainsi. Et donc, on voulait bien s'assurer que filmer les audiences, rendre les audiences publiques ne signifie pas que tout le monde pourra aller faire le voyeur. Hein, parce qu'au JDE et au JAF, on n'a pas trop envie de ça. Mais... je pense que le ministre est capable de beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il n'est pas capable ou pas capable. Je ne présumerai pas de ses capacités. En tout cas, je pense qu'il a apporté cette idée sur la table et que c'est une très bonne chose et que dans le cadre de la justice familiale, comme toutes les justices, comme tous les éléments de nos institutions démocratiques, il faut qu'il y ait une certaine transparence et un certain contrôle démocratique. Et si ça peut passer par l'enregistrement audiovisuel, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui c'est tout à fait faisable techniquement et ça coûte pas très cher. Absolument, le stockage n'est pas cher, nous sommes tout à fait d'accord. Très bien. Eh ben écoute, on aura l'occasion de se reparler d'ici là, et je ferai plusieurs appels, puisque vu que maintenant JAF ta mère est diffusé de manière hebdomadaire chaque semaine. Écoute, on en reparlera et on fera des appels. Ok, parfait. Merci beaucoup, et puis surtout un mot aux auditeurs, c'est à tous les gens qui sont dans une situation difficile, d'exclusion parentale et familiale. Déjà, vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de gens dans cette situation-là, et nous, à droit du parent et de l'enfant, on fait de l'écoute dans les permanences physiques à Nantes, mais aussi, quand il y a suffisamment de volontaires, on a commencé à faire des permanences en visio. C'est le Covid qui nous amène aussi vers des nouvelles technologies. Et donc, faut pas hésiter à nous contacter ou à contacter l'association locale, comme vous voulez, mais nous, on est disponible. Et faut en parler, faut pas rester seul et surtout en parler pour ses enfants. Oh oui, et puis pendant que tu es là, j'en profite parce que c'est vrai que nous, on a beaucoup de pères qui viennent nous voir, mais il est évident que nous soutenons tout le monde. Je dirais, l'exclusion parentale touche absolument tous les types de parents et il faut soutenir tout le monde. Très franchement, dans les permanences que l'on a des pères et des mères. Bien sûr. On a aussi des nouvelles belles-mères qui constatent que le père est exclu de ses enfants et voit le comportement de la mère. C'est ça, les secondes épouses, les nouvelles compagnes qui sont touchées aussi, bien sûr. Voilà. Et puis on a tous les grands-parents. Les grands-parents. T'as tous les hommes, des femmes, des mères et des pères, et puis les grands-parents. Et puis j'ai un mot de là, ça touche aussi les cousins, les cousines, et les neveux, les nièces. Tout à fait, absolument. Qui peuvent exprimer parfois moi j'ai une cousine et je ne la connais pas. Et ça, ce n'est pas normal. Absolument. C'était bien de le préciser. C'est pour ça que je voulais rebondir et sauter sur l'occasion pour qu'on l'évoque ensemble. Ok. Merci Gaël. À bientôt. Merci. Merci à tous. À bientôt. RLP. Radio libre en Périgord. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille et je continue de dénoncer ce qui se passe dans le secret des cabinets des juges pour enfants. Un couple est en souffrance, la femme est suicidaire au dernier degré, elle est dépressive et le mari est marin, il passe son temps en mer. Du coup, on va placer les enfants. Placer les enfants parce qu'on n'a pas d'autre solution. Elle se pend le soir de Noël. Depuis, le père dit « rendez-moi mes enfants ». Là, un magistrat ordonne une mesure d'expertise pour vérifier si tout va bien, une expertise psychiatrique, elle rentre quasiment immédiatement et on revient aujourd'hui. Du moins, il y a quelques jours, dans cette région, on se rend compte que le magistrat n'a jamais lu le rapport d'expertise psychiatrique. Il n'y a pas une ligne des services sociaux. Ils n'ont pas pris de rapport. Quand on est arrivé à l'audience, c'était open bar. Pas de rapport. Il y avait le procureur républicain, on ne sait pas pourquoi. Le magistrat n'a pas travaillé son dossier. Pas un mot, pas de travail, rien. Et on n'a pas eu de solution. C'est-à-dire que les enfants qui réclament à corps et à cri de retourner voir leur père, vivre avec leur père, être auprès de leur père, c'est pas possible pour l'instant, c'est pas envisageable. Voilà ce qui se passe. Et contre ça, on ne peut rien. On n'a aucune arme partagée. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 avec des nouvelles d'Arnaud. Arnaud, dont vous avez suivi la situation et les évolutions depuis cet hiver. Arnaud, tu es avec nous ? Oui, tout à fait, oui. Bon, alors je crois que tu as eu une bonne nouvelle en juillet durant l'été, mais que par contre ça se complique aujourd'hui. Alors on va commencer. Que s'est-il passé en juillet dans ce nouveau jugement que tu as eu ? Alors, en juillet, j'ai eu droit à des droits de visite avec hébergement de 3 jours par semaine, 3 jours et 2 nuits par semaine. D'accord, très bien. Et ton ex-compagne, la maman ? Une après-midi par semaine. Chez elle ? En présence d'une TISF. Chez elle, en présence d'une TISF, hors présence de son compagnon. D'accord, donc on rappelle en fait que madame était partie il y a 1 an et demi, c'est ça ? Oui, à peu près 1 an et demi, oui. D'accord, en te faisant des fausses accusations de violence et en t'empêchant de voir le bébé.
que toi tu as continué à essayer de le voir, que les services sociaux ont commencé à prendre ta défense, que tu t'es bien comporté, t'as jamais insulté personne, t'as jamais tapé personne, que t'as récupéré ton gamin, je crois, en janvier ou en février, avec la marque des 5 doigts sur la joue gauche, qu'à la suite de ça, les services sociaux l'ont placé, que le confinement du Covid est arrivé, qu'il a fait trois familles d'accueil d'affilée. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, 4 d'affilée, aujourd'hui, il est avec une 5e assistante maternelle, c'est ça? 4 assistantes maternelles et un foyer. Il a fait 5 lieux d'accueil. D'accord, c'est magnifique. Et là, en fait, comme il a 3 ans, il va être scolarisable, et donc tu avais fait tu as essayé de l'inscrire dans la même école que son frère, dans la ville où tu vis. Et là, l'ASE est arrivé et a dit non. Voilà, ils ont tout simplement refusé, alors qu'au mois de mai, ils avaient accepté que je l'inscris pour l'école. D'accord, donc ils t'avaient dit oui, tu l'as fait, puis après finalement ils disent non, on va le mettre dans l'autre département où il actuellement où il est placé, qui n'est pas le département où toi tu habites, et donc ça veut dire que tu irais le chercher éventuellement le vendredi soir pour le ramener le dimanche, tu perdrais un peu de temps et il serait pas scolarisé avec son frère. Voilà, tout à fait, alors que le lien de famille aurait été beaucoup plus fort, et étant donné qu'il désire, il serait avec son petit frère, avec son grand frère, et je pense que ça lui ferait beaucoup plus plaisir que ce soit son papa qui le ramène et qu'il aille le chercher à l'école, qu'une assistante maternelle, sans vouloir dire des mauvaises choses sur cette personne. Bon, elle s'en occupe bien pour l'instant, celle-là, la 5e, là, ça va? Oui, elle s'en occupe très bien, mais mon fils est beaucoup trop attaché à celle-ci et j'ai peur qu'il y ait un déchirement le jour où il va devoir partir de là-bas. Bah, c'est le problème, les enfants, ils s'attachent, on les bouge. Je veux dire, 5 lieux d'accueil en 6 mois, c'est pas acceptable. Il y a forcément quelque chose qui va pas du tout. Je devais prendre des rendez-vous pour mon fils orthopédique parce que il fait énormément de chutes. J'ai pris le rendez-vous. On m'a dit qu'il qu'il allait voir un orthophoniste. J'ai voulu prendre rendez-vous à l'orthophoniste. Rendez-vous, il a été pris. Et maintenant, on me dit que je dois annuler le rendez-vous parce que c'est l'assistante maternelle qui doit le faire. Alors que je m'investis à fond pour mon enfant et on me dit limite d'abandonner. Non, je n'ai pas envie d'abandonner les démarches pour mon enfant. Ok. Mais je ne suis pas satisfait des décisions prises par la magistrature, surtout quand on voit qu'on leur fournit des preuves flagrantes, on leur fournit des garanties plus que positives pour pouvoir mettre nos enfants en sécurité. Ils préfèrent mettre nos enfants dans des familles d'accueil ou des foyers plutôt que garder ce lien de famille, que ce soit avec les frères ou avec le papa ou la maman. Tu es confronté aux services sociaux depuis 1 an et demi. Est-ce qu'à ton avis, la façon dont on s'occupe de l'enfance dans notre pays te satisfait? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a des enfants qui devraient être mis en sécurité qui ne le sont pas. Et mon fils qui est en sécurité chez moi, il est en famille d'accueil. Ça, je ne comprends pas. Et surtout, est-ce que tu as l'impression que tes droits de parents sont respectés? Non. J'ai pas du tout cette impression-là. Déjà, rien que sur le fait de vouloir inscrire mon enfant dans une autre école, c'est comme si on voulait bafouer mes droits parentaux. Même si je ne suis pas d'accord, de toute façon, je sais très bien que la juge passera au-dessus de mon droit parental et inscrira quand même mon fils à cette école, même si je ne suis pas d'accord. Bon. Mais je sais que c'est pour le bien de mon enfant. Bon, dernière question. Au niveau perso, t'avais un travail, ça se passe bien? J'avais un travail, mais celui-ci n'a pas été renouvelé. Ah, et c'était un en CDD? même temps, je n'ai pas voulu. Voilà, c'était un CDD. Je n'ai pas voulu le renouveler parce que je gagnais pas assez et je devais payer une nounou. Donc, je perdais plus d'argent à payer une nounou et travailler que de rester à la maison et être 24 heures sur 24 avec mes enfants. Je préfère m'occuper de mes enfants. Ça, c'est quelque chose, niveau sociétal, il faudra en parler un jour aussi, quoi. Ok. Merci Arnaud, tu nous tiens au courant et à bientôt. À bientôt. Merci, bon courage, au revoir. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain à 16h, ainsi que les podcasts YouTube de toutes les émissions. Réfléchissez bien avant d'aller voir les services sociaux, de faire des signalements. Les forces qui vous poussent à vous séparer ne sont pas productives. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.